Bonjour, je m'appelle Avamion Félix Anatole. Je suis expert formateur au COLIT. J'ai reçu la mission de préparer les participants à la foire de Njombe, de Penja, Festipoivre, sur la formation avec pour titre se préparer à participer à une foire commerciale avant, pendant et après, en vue de la participation de Roticam et GRIGP au Festival de 2025. Nous avons abordé cette formation avec quatre thématiques. La thématique 1 qui se stipule avant la foire, bien se préparer pour maximiser la participation. La thématique 2 qui s'exprime pendant la foire, ça va se présenter et vendre efficacement. Et la thématique 3 qui se fait après la foire, qui, qui s'appelle assurer le bon suivi des contacts et transformer en... Attendez, tu vois. La thématique 1, avant, bien se préparer pour maximiser sa participation. Nous avons le module 1 qui est initiation à la préparation, la place de la foire dans le processus commercial. Nous avons mis en place ce module parce nous avons pensé que les apprenants doivent être initiés rapidement à l'activité commerciale. Pour cela, je vais laisser Madame Nabila présenter d'abord la- le programme FM, le programme FM+, du système qualité. Vous avez la parole, Madame Nabila. Oui, donc rebonjour à tous. Ah, on a encore perdu Monsieur Guirlet. Donc, Monsieur Arnaud, aujourd'hui, la formation est spécialement pour vous, hein? Donc, je vais vous présenter rapidement le collier AD, la formation FFM+, et rapidement quelques notions sur quelques notions qualité. Donc, bon, pour commencer, et vous pouvez avancer, changer de diapositive, s'il vous plaît, Monsieur D'accord, Félix. ça va, c'est bon. D'accord. Donc, le Collet AD, comme je pense, Monsieur Ramago, vous le connaissez déjà. Hein. Donc, c'est une association interprofessionnelle sans but lucratif qui met en œuvre des programmes de développement dans le domaine agricole et le domaine alimentaire. Donc, concrètement, ça se matérialise par des formations, par des appuis techniques sur le terrain. Nous faisons également de la veille réglementaire que nous partageons à nos partenaires bénéficiaires et à toute personne qui est dans le secteur en général. Euh, on aime dire que le Coléad est une boîte à outils parce que dans le Coléad, on peut trouver beaucoup d'éléments qui peuvent être utiles aux structures qui sont dans le domaine agroalimentaire, dans le domaine agricole et alimentaire. C'est un réseau. Déjà, on a plus de 500 membres dans le monde, donc ça permet de faire du networking, de pouvoir rencontrer des personnes et comme ça de pouvoir évoluer dans dans dans, sur le marché. Donc voilà, nous avons beaucoup d'éléments. Ensuite, il faut savoir que vous pouvez avancer, s'il vous plaît, monsieur. Oui, c'est bon. Donc le programme, il faut savoir que comme j'ai dit tantôt, le COLEAD met en œuvre des programmes. Donc le programme à partir duquel nous faisons cette formation est le programme FFM+, qui est financé par l'Union européenne et l'OACP, donc dans les pays membres de l'OACP. Et voilà, donc c'est un programme qui est sur 5 ans et qui a été mis en place juste après la crise du Covid-19 pour pouvoir pallier aux problèmes économiques que le Covid-19 a pu engendrer dans le milieu agricole et surtout dans le milieu horticole, donc dans les filières fruits et légumes. Donc, vous pouvez continuer.
D'accord. Donc, avant de passer à l'introduction avant de vous laisser la parole, euh, Oui, monsieur ça va? Félix, Oui. oui, monsieur Ava. Donc, je vais rapidement parler de la certification du COLEAD. Donc, le COLEAD est certifié ISO 21001. Donc, on est certifié, c'est une certification qui touche les organismes de formation. Donc, l'objectif de cette certification, c'est de nous assurer qu'on vous offre constamment des formations de qualité. Et dans ce cadre, il y a un certain nombre de choses qu'on a mis en place pour nous assurer que les formations sont toujours adéquates. Donc, l'une de ces choses, c'est que dès le début, le formateur va vous demander quelles sont vos attentes. Et on attend de vous que que vous lui disiez, voilà, quelles sont vos attentes pour la formation, pour que vous puissiez en bénéficier pleinement. Donc, voilà. En gros, donc votre satisfaction, la satisfaction des apprenants est notre priorité. Donc, c'est pour ça aussi qu'à la fin de la session, on va vous envoyer un formulaire de satisfaction qu'on va vous demander de bien vouloir remplir et ce qui nous permettra d'améliorer les prochaines sessions que nous allons organiser par la suite. Donc, nous attendons pour cette formation un engagement de chacun, autant du formateur que des apprenants. Donc, on attend des apprenants à ce que déjà ils arrivent à l'heure, à ce qu'ils soient disposés à écouter et à collaborer avec le formateur et avec les autres apprenants. Plus la session est interactive, plus elle est intéressante pour vous comme pour nous. Voilà, donc bien entendu, donner le meilleur de soi-même, etc. Il y a également des choses qui sont attendues du formateur. Donc, on attend à ce que le formateur, bien entendu, réponde aux attentes des apprenants, à ce qu'il s'assure que la collaboration soit faite de façon agréable et qu'il puisse rester à l'écoute et veiller à ce que chacun s'exprime librement. Donc, je vais également, par la suite, laisser le formateur vous donner toutes les conditions pour que la formation se passe de la meilleure des façons. Donc, sur la façon d'interagir, sur les dates et les horaires pour les prochaines fois, etc. Donc, je pense qu'on peut lancer Je pense que j'ai dit ce qu'il y avait à dire. Donc, Félix, je vous laisse prendre la main. Merci. OK, pour cette formation, nous avons pensé que nous allons passer à la pratique des formations des adultes parce que c'est déjà des praticiens. Personne n'ignore ce que c'est qu'une foire, mais notre principe va consister à faire intervenir les participants de ce qu'ils maîtrisent déjà sur ce qui se passe et analyser ce qu'ils vont nous dire pour enfin dérouler nos solutions qui seront un peu comme modèles. C'est pour ça qu'à la fin de chaque module, nous leur donnons des documents qui vont leur permettre d'exécuter les choses que nous avons arrêtées ensemble comme outils modèles. Donc, ils auront des outils pour travailler à la préparation de la foire, pendant la foire et après la foire. Qu'à cela ne tienne, nous abordons maintenant l'objectif principal de cette mission, c'est de permettre aux apprenants de savoir participer à une foire et tirer les meilleurs bénéfices. Donc, ça va se passer avant la foire par une préparation, pendant la foire par une activité concentrée sur la collecte des données et après la foire, terminée par l'analyse des données collectées et le transfert de communication avec, les, avec les apprenants et les prospects qu'ils ont trouvés utiles, qu'ils ont trouvé des prospects chauds et même ceux qui trouvent un potentiel dans le futur. Comme je le disais donc, avant et bien se préparer, avant, pendant et après sont les éléments pratiques. Pour la séance de ce jour, nous allons nous concentrer sur la partie avant, c'est-à-dire que bien se préparer pour la foire. Nous allons travailler, comme je disais, sous forme de partage d'expérience. Chaque apprenant a la parole en principe au début ou pendant que nous intervenons en utilisant le chat pour nous permettre de répondre aux questions après la présentation. Donc, nous voulons commencer maintenant par une vidéo
du Festival international de la foire. Ça prendra un peu de temps pour que je réajuste la machine. Donc, Monsieur Ava, madame, excusez-moi, je me permets. Oui, il faudrait déjà... Ah, vous faites les attentes. Ah, ok, excusez-moi. C'est bon, je vous laisse continuer. Pardon. les attentes. Oui, Non, non, c'est bon, je vous laisse continuer. Ça vient après, je n'avais pas remarqué. C'est bon. ça vient, ça vient. Donc, nous allons passer par les attentes. Je trouve le temps d'accéder à la vidéo. Bon, je crois que la vidéo avant ou après, le temps de la positionner, nous passons aux attentes des participants. Cela a été fait, collecté avant et les participants attendent que la gestion, que nous leur permettons de faire une gestion optimale de leur stand, qui soit efficace et efficient. Et comment matcher le produit au consommateur, démarrer la stratégie commerciale, comment ils devront démarrer la stratégie commerciale de leur produit, leur permettre de mieux documenter, se documenter pendant la participation, bien gérer l'état financier et chercher des partenaires pour mieux vendre leurs produits, optimiser notre rentabilité au plan international, se préparer au festival. Et ils ont besoin des outils concrets et d'informations sur le côté organisation. Ça veut dire que ces attentes sont déjà programmées dans notre activité et ça nous confirme qu'ils sont déjà des opérationnels parce qu'ils ils démontrent qu'ils sont en activité et c'est ce que nous avons souhaité. Et c'est pour cela que nous avons mis en place une rubrique qui s'appelle stratégie marketing. Nous allons aller simplement dans une explication simple. L'activité, tout le monde voit des activités telles que la publicité, la vente, et nous essayons à cette fois-ci, pour cette fois-ci, leur expliquer que le marketing a deux parties. L'activité commerciale, le marketing a deux parties. Une partie stratégie. Il ne faut pas chercher les mots très loin. La stratégie, c'est la partie pensée, la partie préparation, la partie organisation avant de se mettre en action commerciale. Les questions dont on se pose, je vais vendre où? Je vais vendre quel produit? Je vais adopter quel prix? Lorsque vous avez réuni toutes ces informations à travers ce qu'on appelle l'étude de marché, vous procédez donc, le premier élément, c'est vos clients. Une fois que vous avez réparti les clients, ceux qui seront à la foire, il y a les acheteurs, les distributeurs et tout ça, vous allez cibler ce, que, ce qui vous intéresse. Par la suite, donc, vous décidez du choix, comment est-ce que les consommateurs doivent vous prendre et vous adoptez une position dessus. Et après ça, vous fixez des objectifs. Par la suite, on va passer à l'action commerciale qui constitue maintenant à l'opération même, qui constitue à avoir des produits déjà fabriqués, à faire le prix des produits, à distribuer ces produits et à activer la communication. Et c'est intéressant pour nous pour dire aux participants que la communication est une activité qui se situe dans l'action, mais elle bénéficie des informations que nous avons eues au départ. Avant de décider d'aller à une foire, c'est parce que vous avez eu des informations que la foire pourrait vous être utile et vous décidez d'aller, et vous pouvez décider d'autres choses au niveau de l'activité, c'est d'aller voir des distributeurs ou de placer votre point de distribution à une position précise. Parce que vous vous êtes rendu compte que le marché est très développé là-bas. C'est ça qu'on appelle donc activité commerciale. Donc, comme on l'a vu, le prix, le produit sont du domaine de l'activité commerciale. Par la suite, nous parlons maintenant de la foire, qui est une activité qui découle des analyses. Quand vous avez tout analysé et vous décidez d'aller à la foire, qui est en fait un événement commercial où les entreprises et les artisans expérimentent leurs produits pour permettre aux visiteurs de découvrir la variété d'offres, comparer le potentiel d'acheter, les pouvoir être grand public ou destinés à des professionnels. Donc, nous passons à des foires. On peut parler des foires généralistes, des foires d'exposition,
qui sont des fois qui incluent également une partie d'exposition et des innovations avancées. On a des foires, bien sûr, on a des foires foraines. Les objectifs de la foire que vous visez doivent être définis, vos objectifs. Donc, quand vous avez décidé d'aller à une foire, vous devez savoir qu'est-ce que vous allez chercher, si c'est pour aller augmenter les ventes, si c'est pour faire la promotion de vos produits et des marques, tel est le cas à Djombe, si c'est pour le développement des partenariats, qui est le même cas à Djombe, si c'est l'étude de la concurrence ou encore la création de lieux, de liens sociaux et commerciaux. Donc, c'est tous ces objectifs que vous allez vous décider, sur lesquels vous allez vous décider pour pouvoir aller à une foire. Il y a des foires qui sont uniquement concentrées sur la vente, donc vous partez avec des produits et vous voulez vider le stock. Il y a des foires qui sont destinées à faire connaître le produit et là, on aura donc des stands de tests de produits, des stands d'expérimentation de produits. Généralement, pour des foires, les foires qui concernent ce qu'on appelle au Cameroun les condiments, c'est-à-dire que ces foires-là sont beaucoup plus accompagnées par la cuisine. Donc, les produits sont préparés avec nos épices et on les fait tester pendant la foire. C'est ce genre d'activité que vous devez décider au départ sur ce que vous allez faire sur la foire. Pour la foire de Djombe Penja, comme on en parlait, il y aura des objectifs qui sont assez clairs, c'est-à-dire que promouvoir le poivre de Penja, sensibiliser les visiteurs aux méthodes artisanales durables et favoriser des échanges entre producteurs, chercheurs et acteurs agroalimentaires. Donc, nous assistons ici à une foire qui a beaucoup plus objet de relever le secteur, de réunir les acteurs du secteur et de rencontrer des gens à l'international. Nous passons maintenant à la thématique 1, qui est bien avant, qui est bien se préparer pour maximiser sa participation. Et pour cette thématique, nous avons le module 1, qui est la préparation. Et sur ce module, les sujets que nous allons aborder sont les sujets de définir que chaque participant, une fois, doit pouvoir définir l'objectif de participation, comme nous avons vu au départ, la préparation de logistique et matériel, tout ce qui est logistique, matériel, les cas de visite, les tenues que vous allez porter, les gadgets que vous allez présenter, les échantillons que vous allez utiliser. À travers cette foire aussi, on peut décider d'aller étudier la concurrence afin de choisir son positionnement et faire un élément de différenciateur. Pour se préparer aussi à la foire, il faut prendre l'aspect sur la préparation physique. Parce que on a vu des gens qui sont à la foire mal habillés, fatigués. Donc, vérifiez que vous êtes en état de pouvoir vous tenir debout, vérifiez que vous avez une capacité de sourire, vérifiez que vos habits correspondent à l'aspect que vous devez présenter. Et il y a aussi surtout l'aspect psychologique. Il n'y a rien de plus gênant que d'arriver à une foire où les gens ont les bouches attachées, où il y a des gens qui dorment, où les gens cassent des arachides. C'est des choses qu'il faut éviter. Il faut se mettre en position d'activité, en position d'accueillir. Donc, l'activité que vous devez mener après avoir fait ces choix sera d'identifier. Vous pouvez décider pendant que vous allez à la foire, disons la préparation a pour but d'identifier les objectifs de participation à la foire. Il faut bien définir, nous l'avons vu au départ, et cette activité d'objectif va se prolonger même au niveau de l'action. Il faut signaler que cette partie qui est celle de la préparation est une partie importante parce que le reste sera l'action. Et comme on l'a vu dans la stratégie, nous sommes au niveau de la préparation un peu une partie de la stratégie de l'activité que vous allez mener. Donc, comment vous allez le mener? Bon, nous allons, pendant cette activité de préparation, anticiper sur ce que nous allons utiliser. C'est pour ça qu'on parle de préparation. On a vu des gens qui arrivent à Paris, ils ont oublié toute leur carte de visite, ou bien ils ont oublié le sac d'échantillons parce qu'ils n'étaient pas préparés, ou bien vous partez d'ici
à Yaoundé ou bien au Gabon, on se rend compte qu'on a oublié toute la valise qui contenait les échantillons ou bien on a oublié les tenues qu'on doit porter parce qu'on va voir entre-temps que la tenue, à la fois comme celle qui sera en Djombe, le plus souvent, il faut choisir des tenues spécifiques. On ne va pas à la fois comme avec une tenue d'église, un chapeau de dents pour la messe ou bien une tenue pour aller au champ. Donc, c'est tout ça que on doit pouvoir vérifier quand on doit participer à une foire. Donc, en définissant vos objectifs de participation qui pourront être, on va les redire, il faut voir que ça a été dit à l'introduction, maintenant ça revient, augmenter les ventes directes, développer un réseau de partenariats potentiels, lancer un nouveau produit, renforcer les liens avec les clients existants, se positionner comme acteur clé. Vous n'allez pas mener toutes ces actions ensemble. Si c'est une foire commerciale, vous allez décider généralement d'augmenter les produits. Si c'est la foire d'un Djombe, comme celle qui est développement des réseaux partenariats, et peut-être aussi du lancement de nouveaux produits, renforcer les liens avec les clients. Certains distributeurs ou certains producteurs invitent les clients à la foire pour renforcer les clients ou bien se positionner comme un acteur clé du secteur. Naturellement, celle de Djombe que vous allez participer correspond un peu à ça, ou bien identifier de nouveaux marchés et opportunités. La fois de Djombe est annoncée, mais il peut arriver quelqu'un qui ne vous connaissait pas et qui décide que lui, il est dans le secteur de la foire, il est aux États-Unis, fait ses valises, il se retrouve en Djombe et il vérifie parce que lui, il sait qu'on a parlé du poivre de Djombe, il voit que ça se vend beaucoup aux États-Unis et décide de se retrouver en Djombe, c'est une nouvelle opportunité. C'est de ça qu'on parle ici. Donc, c'est ces activités-là que vous devez mettre en tête en préparation. Si vous avez déjà fixé vos objectifs et déterminé ce que vous allez faire dans cette foire, il déroule maintenant que vous devez maintenant préparer avec quel soutien vous allez mener votre action. Le soutien que vous allez mener aux locations se retrouve, une partie est logistique et une partie est matérielle. Au niveau de la logistique, vous devez vérifier vos stands, les stocks. D'autres, par une mauvaise analyse de la participation à la foire, vont avec des échantillons qui s'épuisent le même jour. Une histoire se raconte pour le Cameroun que les gens sont partis à la fois aux États-Unis avec du très bon café, du très bon cacao, mais ils n'ont pas fait toutes les analyses de ce qui les attendait. Et les gens ont goûté. Non seulement les échantillons sont finis le premier jour, et on a commencé à leur demander si on pouvait livrer 10 tonnes par semaine, ce qui était très difficile. Voilà des choses qui arrivent quand il n'y a pas eu une bonne préparation, une bonne analyse des interlocuteurs que vous aurez en avance. C'est cette analyse que nous avons dit là, les objectifs qu'on a fixés au départ, qui vont vous permettre de préparer tout ce qu'il y a comme personnel. Le personnel, d'une fois, doit différencier. Ce n'est pas les agents de l'usine ou bien la dame. On sait que des fois, monsieur et madame se retrouvent à la foire avec les tenues du dimanche, ce n'est pas forcément ça. Il faut choisir des gens qui correspondent à l'activité que vous allez mener et chercher où est-ce que vous allez dormir, chercher où vous allez manger. Réfléchir sur tout ça avant et réfléchir sur la communication, comment vous allez mener des activités, tout ce qu'il y a comme roll-up et flyers, c'est du domaine de la communication. Nous continuons toujours dans la préparation logistique et matérielle qui a un côté gestion de la collecte des données. Ça, c'est pendant que vous êtes à la foire, vous réfléchissez, vous devez avoir en tête ce qui va se passer quand un participant vient vers vous. Dès que vous déterminez de quoi il a besoin, vous devez prendre des notes ou bien faire des photos ou bien prendre des cartes de visite. Donc, vous devez savoir comment ça va se passer. Généralement, dans les stands, on trouve des prises de notes rapides, on trouve des autres documents que vous allez traiter après. Mais une chose à éviter,
ne faites pas, ne donnez pas beaucoup du travail à un participant, sauf s'il est gentil avec vous. Vous avez 2, 3, 4 sessions et dès que vous avez la carte de visite, il vous répond et vous complétez par ce que vous avez observé ou bien vous allez, après la fois, vous allez renforcer la collecte d'informations. Il ne faut pas mettre les, les participants à l'épreuve de répondre à un questionnaire d'enquête. Il faut jouer avec ça. On parle de gestion de collecte des données. Si vous dites à quelqu'un, asseyez-vous, remplissez les 10 pages parce que vous devez, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ça se passe par une subtilité. Vous analysez s'il est prêt à s'asseoir parce que d'autres stands ont des échantillons à goûter, bien des petits repas. Si donc vous regardez tout ça, s'il est prêt à suivre votre activité et rester avec vous. Tout ce que nous citons en bas là, c'est des matériels de démonstration, des équipements de sécurité, les cartes de visite, les flyers, les roll-ups, les outils d'enregistrement, les fiches techniques, très capitales, parce que lors des foires, il y a des gens qui sont pressés, qui quittent leur lieu et se mettent seulement à collecter l'information que autant que vous allez traiter l'information qu'ils vous ont laissée, eux aussi vont traiter l'information des fournisseurs ou des participants qu'ils ont rencontrés. D'où le temps, nous avons 2 jours, on doit rencontrer 100 personnes, on ne va pas faire des entretiens avec toutes ces 100 personnes. Vous préparez donc la documentation qui va vous permettre d'aller très vite. Donc, c'est ça la préparation logistique et matérielle. Si vous avez des, des échantillons qui pèsent, vous préparez comment ça va être transporté, comment ça va être ajusté. À côté de ça, un élément très capital, très capital, c'est connaître son produit et ses marchés. Si vous avez des informations, vous devez, parce que vous devez avoir des informations sur votre produit. Les interlocuteurs sont très avancés quand ils sont à la foire. Ils vérifient si vous vérifiez votre produit. Nous sommes au niveau des épices, la culture des épices, comment vous avez cultivé, le traitement que vous avez donné à vos épices va découler et va faire découler la qualité des épices. Ce processus-là, au niveau des épices, vous devez l'avoir avec vous parce que les épices en saison sèche n'ont pas les mêmes valeurs que les épices en saison de pluie. Les épices trop arrosées, les épices qui prennent le soleil. Donc, vous devez connaître à quel niveau votre produit se situe. Et je crois que c'est l'une des activités de la foire de Djombe, parce que la Djombe est une zone chaude et les produits qui sont produits à ce niveau bénéficient d'une qualité particulière par rapport à la situation naturelle. Il y a des produits agricoles ou épices, celles qui sont sous la colline n'ont pas le même goût que ceux qui sont sous la vallée, celles qui sont placées sur le sol sec. Donc, dans votre processus de votre capacité à connaître votre produit, vous devez mettre ces éléments en place. Pourquoi la, la, le poivre de Njombe est particulier? Cette particularité est basée, ça vient d'où? Vous devez avoir un document qui explique tout ça, d'où viennent ces produits, comment c'est organisé. Donc, c'est de ça qu'on parle au niveau de la connaissance du produit. L'argumentaire, c'est à partir des caractéristiques que votre produit dégage, vous présentez donc les avantages que le consommateur reçoit de ce produit et vous présentez les preuves. Les preuves, c'est par exemple ceux qui vont faire des stands avec des produits préparés avec le foie de Djombe. Les preuves, c'est ceux qui vous font humer la qualité. Il y a des épices qui collent au doigt, il y a des épices selon le traitement qui sont totalement écrasées et secs. Il y a d'autres, toutes ces caractéristiques-là qui amènent au niveau de la consommation à faire de vous un produit particulier. C'est ce qu'on demande ici au niveau de la maîtrise technique.
À côté de ça, il y a les emballages. Vous devez déterminer dans quel type d'emballage vous mettez vos produits et pourquoi ces emballages sont... parce que le produit est un ensemble de choses, ce n'est pas seulement le contenant. Il y a l'emballage, les milieux de conservation, le, le type de traitement après ouverture des emballages, la résistance aux intempéries. Donc tout ça, si vous avez tous ces éléments-là au niveau de produits, vous les expliquez et vous devez pouvoir les expliquer et naturellement parce que généralement le secteur doit pouvoir vous donner des séminaires là-dessus. Vous allez vous organiser à comprendre comment est-ce que vous avez fait traiter vos produits pour qu'ils soient différents de la concurrence. C'est ça qu'on appelle argumentaire. Et pouvoir répondre maintenant aux questions que les participants vont vous poser. Et si, par exemple, je dis, si un participant peut dire que ben, le poids de Djombe, quand on l'ouvre, il perd toute sa saveur, ça s'envole parce que quand le paquet est ouvert, il ne résiste plus. Ça, vous devez vous attendre à ça et pouvoir trouver les réponses. C'est ça qu'on appelle la réponse aux objections. Donc, c'est cet ensemble de choses-là au niveau du produit que vous devez tenir tout à côté parce qu'il n'y a que le produit qu'on vend. Après le produit, c'est tout ce qui vient après, c'est l'accompagnement. Nous parlons maintenant des objectifs, on l'a dit au départ. Nous devons connaître notre marché, la clientèle cible, les tendances du marché, l'analyse de la concurrence. La clientèle cible, c'est celle que vous aurez définie. C'est pour ça que nous avons pris la peine au départ de vouloir vous initier au marketing, parce que c'est celle que vous allez définir à partir du moment où vous, vous rencontrez vous finissez l'analyse du marché. Vous allez déterminer l'ensemble des consommateurs de poivre ou des non-consommateurs. Vous allez les diviser en segments. Les segments se trouvent entre les consommateurs de premier niveau, qui sont les cuisinières des foyers. Il y a les consommateurs des restaurants, il y a les consommateurs des hôtels. Il faut noter que dans ce type de foire, vous pouvez être accompagné par l'utilisateur au niveau intermédiaire. Donc, si tout est bien négocié, vous pouvez avoir l'hôtel Sawa ou bien l'hôtel qui se met à côté de Roticam et de dire que l'hôtel Sawa accompagne Roticam, des combinaisons comme ça que vous pouvez normalement obtenir. Et je sais qu'à Penja, où il y avait Maman Poulet, Maman Poulet pour décider d'être avec vous en faisant du poulet euh, de Njombe Penja et un ensemble de choses comme ça qui se combinent pendant la foire et qui donnent l'ambiance. Tout ça, notez que cette foire même, elle est appelée festivité. Donc, c'est une foire qui est accompagnée d'animation, accompagnée d'ambiance, de bien-être, qui doit permettre que, aux personnes qui participent d'être à l'aise. C'est pour ça qu'on parle donc de connaître le marché cible, la clientèle cible, les tendances du marché. J'ai lu quelque part dans l'activité qu'il y a des poivres qui viennent de partout. Il y a ceux qui viennent de l'Inde, ceux qui viennent de la Chine, il y a ceux qui viennent du Vietnam, il y a ceux qui viennent de Madagascar. Le poivre de Njombe est identifié et ça, vous devez avoir à côté. C'était pourquoi vous en êtes arrivé là et comment vous êtes en arrivé là et comment ça se passe pour que vous maintenez la certification. C'est aussi dans la logistique qu'il peut arriver que dans un stand diffuse les activités ou bien si vous ne pouvez pas amener les gens en plantation, vous pouvez avoir un écran qui diffuse l'activité de culture avec un film qui explique tout ce qui se passe au niveau de la culture du poivre, de l'emballage et tout. C'est aussi un élément qui rentre dans l'argumentaire pour montrer les preuves de votre activité. L'analyse de la concurrence, comme je vous disais, il y a la preuve vient du monde entier. Et de plus en plus, de nos jours, nous assistons à des simulations de goût au niveau industriel.
Il faut connaître, certaines poudres de poivre arrivent au Cameroun très moins chères et il faut pouvoir connaître comment ça se positionne, comment ça peut arriver et différencier donc, on a parlé de différenciation quelque part, votre poivre par rapport à celle qui vient de Chine ou bien qui vient, on appelle ça de la grande consommation. Ça vient toujours, on vous dit pourquoi mon produit, pourquoi vous êtes cher. Ça, c'est un argumentaire que, disons, une objection que vous pouvez recevoir. Il faut se préparer à travers les explications techniques pour pouvoir répondre à ça. Nous avons déjà parlé de ce point qui est sur la caractéristique du produit, les avantages, les preuves, les différentes dégustations. Nous avons déjà parlé de la concurrence, du positionnement, des éléments différenciateurs. C'est tout ça qui fait votre capacité à être efficace et objectif par rapport à la foire. Il faut noter que c'est une mobilisation de 2 jours d'intense activité, de démonstration, de recevoir des participants, de recevoir des gens qui s'intéressent à savoir qu'est-ce que c'est que l'activité de foire. Et à la foire, vous aurez quelque chose à ne pas négliger qui se passe partout ailleurs, pas forcément euh, les consommateurs directs. Il y a certaines foires qui s'intéressent à faire passer les témoins à des gens qui ne maîtrisaient pas le domaine. Certains cultivateurs peuvent s'intéresser aux foires. Ils vont venir à la culture du pois, ils vont venir à la foire, il faut pouvoir leur expliquer un ensemble de choses par rapport à, ces, à la caractéristique du poivre d'Injombe. Ça, c'est arrive au niveau de la concurrence. Si nous voulons ici du point 5, préparer une stratégie de prospection en obtenant la liste des exposants et visiteurs cibles et les prises de rendez-vous avant la foire. Connaissant vos cibles, vous pouvez trouver un participant qui va venir ou qui n'est pas informé et vous simulez à ce que vous retrouvez à la foire d'Ndjombe. Actuellement, sur la préparation, un élément que je dois souligner ici, le monde est devenu numérique. Ça ne ressort pas beaucoup dans les explications, mais aujourd'hui, beaucoup de choses se passent par Internet. Vous pouvez parler à quelqu'un qui est aux États-Unis, qui est en Amérique, qui est en Afrique du Sud et qui a vu votre publicité, qui a vu votre site web, qui a vu votre page Facebook et communiquer avec vous à travers d'une manière numérique, vous pouvez l'inviter à la foire de Njombe. C'est ça qu'on appelle prendre des rendez-vous avec les clients intéressés. L'aspect numérique est aujourd'hui au premier rang de l'activité que vous allez mener. Je souligne que s'il y a des questions, vous pouvez les garder pour qu'on fasse par le chat. Et si ce n'est pas le cas, si quelqu'un veut intervenir, il peut aussi intervenir parce que nous n'avons pas beaucoup de participants. Donc, je suis toujours sur l'élément différenciateur. En venant à la foire, vous devez préparer le planning d'animation de stand. Ça veut dire que vous avez beaucoup. Une personne ne peut pas tenir une foire de 8 heures à 19 heures. Il sera fatigué. Quand quelqu'un prend la pause, préparez la personne qui va prendre la relève. Quand l'autre a la pause, l'autre doit rester au stand. On assiste souvent à des choses où le stand est vide et on laisse la personne la moins futée. Dans une foire, vous devez mixer les personnes qui comprennent complètement le produit et donc qui peuvent assister à la logistique. Un élément capital, faites un effort de ne pas laisser votre foire vide.
Il faut animer la foi. Les gens n'entrent pas dans les foires vides. Les gens n'entrent pas dans les foires qui sont pas, disons, les stands vides ou les stands qui ne sont pas vivants. Je vous raconte une histoire à Yaoundé où des commerçants, pour lancer justement l'alimentaire fast-food, et s'arrangent à ce que les gens soient assis en train de consommer pour faire connaître le point qui est à côté de la route. Rares sont les gens qui vont dans un endroit vide. C'est quand tu vois les gens manger que tu vas aussi chercher à manger au même endroit où tu vois beaucoup de gens. Quand tu vas vite, tu dis que c'est pas bon. Donc, votre sang doit être vivant, il doit être présent, il doit être prêt à accueillir. Donc, c'est pour ça qu'on parle ici de choisir les animations et les animateurs. Parmi les animations, nous pouvons avoir la démonstration du produit. J'ai vu, en regardant d'autres fois, le foie, le poivre, il se sent. On a son odeur. C'est une épice. Donc, quand il y a même le poivre de Chumba le poivre de Njombe dans une cuisine, quand il est de bonne qualité, il donne l'ambiance dans la cuisine. Il donne une odeur particulière. Et maintenant, quand il rentre dans un plat, donc, vous avez des gens qui doivent vous préparer des poches, des petits sacs où on peut humer l'odeur du poivre pour déterminer sa capacité à se faire appeler épice. Vous pouvez même accompagner donc par des repas faits par, par ce poivre de Djombe-là. J'espère que tout le monde m'entend. Vous m'entendez? Oui, 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 oui. D'accord. D'accord. Très bonne voix, très bonne réception. Voilà, d'accord. Je devrais vérifier ça parce que on peut continuer à parler. Je vous vois connecter, c'est bien, mais il faut que je sois sûr que vous êtes en train de m'écouter. Une chose à signaler, Très c'est bien. que oui, monsieur Njob, vous êtes arrivé, merci, soyez les bienvenus. Merci Nous beaucoup, je sommes, suis là dans la place. Je vous suis depuis plus de 20 minutes, 5 minutes déjà. d'accord, ça c'est très bien. Nous sommes, euh, nous sommes en train de parler, comme vous avez vu dans le programme, un élément capital de ce que nous avons mis en place pour cette formation, c'est que vous aurez les outils. Comme aujourd'hui, je vais vous transmettre les outils que vous utilisez pour la préparation des fiches prospects et après les fiches prospects et tout ce qu'il faut au niveau de la préparation. Et après, je vais vous transmettre aussi la deuxième phase, ce que vous avez au niveau de l'activité. Après toutes ces explications, vous aurez des outils pratiques pour pouvoir mener toutes ces activités que nous citons ici. À la fin aussi, vous aurez des outils pratiques pour traiter la clientèle et traiter les données, faire la prospection de relance et tout et tout. On a prévu tout ça, c'est la finalité, le rendu ces activités. Comme je le disais, les ateliers peuvent être, il faut planifier les animations. Nous allons voir pour loin. Quand vous êtes dans une foire, qu'est-ce que comment vous devez vous présenter. Moi, je prends un exemple simple. Vous qui allez participer, si vous n'avez pas pensé à des tenues uniformes, vous pouvez aller simple avec du bon coton blanc. Il y a quelque chose d'un peu désagréable d'arriver dans une foire. L'autre porte le bleu, l'autre porte le jaune, et l'autre porte la veste, l'autre porte le t-shirt. Donc, il faut un aspect d'accueil et l'accueil et un aspect de cohésion pour un stand. Et l'accueil commence par ta tenue. Parce que je m'habitue souvent à dire aux gens que ce que tu parles, ce que tu es, parle tellement fort que je n'arrive pas à entendre ce que tu dis. Ce que tu es, parle tellement fort que je n'arrive pas à entendre ce que tu dis. Ça veut dire que la parole que tu sors et l'aspect général qu'on voit sur toi doivent être dans le même sens. Si ce que tu dis, que tu es un stand et on ne voit pas dans toi l'activité d'accueil, l'attitude d'accueil et on ne voit pas en toi la capacité d'accueillir et l'enthousiasme de quelqu'un qui maîtrise son produit.
Il faut noter que la partie que nous sommes en train de travailler aujourd'hui correspond au dicton. On dit que les choses qui se conçoivent bien s'énoncent clairement et les mots pour les dire arrivent aisément. Quand vous avez fait une bonne préparation, vous êtes même tout chaud pour arriver au stade le matin parce que vous allez recevoir des gens et la personne qui est bien préparée et qui maîtrise son produit, ça se lit, ça se sent dans son attitude et même dans son regard. Il ne se précipite pas, il ne cherche pas ce qu'il doit dire. Son regard, tout parle et vous êtes intéressé d'aller vers lui. Et il détecte même le client potentiel parce que on dit souvent que si vous préparez que la chance arrive chez vous, elle va arriver. Donc, c'est l'outil de la préparation pour la participation à la foire est un élément très, très capital. Il ne faut pas négliger. Vous allez voir que tout ce que nous allons faire pour les phases qui vont suivre ne seront que, ne découleront que la manière dont on s'est préparé. Si on a faussé les objectifs, pendant que nous sommes à une fois où on veut développer la communication pour un secteur, nous on amène des sacs et des sacs de poivre, on dit qu'on va finir 200 sacs tous les 2 jours là. Vous comprenez d'où pourquoi la préparation est importante. Parce que c'est tout ça qui va déterminer qu'à la fin de la foire, vous soyez satisfait. Dans une activité à la coopération canadienne, je travaille beaucoup dans les activités agricoles. J'ai assisté à un phénomène, j'étudiais les épices aussi, la descente ou le marché de l'oignon au Gabon. Les producteurs de l'oignon dans le nord Cameroun se sont dit, on nous dit qu'on prend notre oignon ici et qu'on arrive au Gabon, ils prennent à 10 000, ils vendent à 100 000, ils vendent à 60 000 le sac. On ne va plus jamais accepter ça. Nous-mêmes, on va aller là-bas au Gabon. Mais avant d'aller au Gabon, ils ne se sont pas posé des questions. Quelle est la capacité de consommation du Gabon? Avant d'aller au Gabon, ils ne se sont pas posé la question comment est-ce que les Gabonais achètent. Ils ont chargé à partir de Marois et Garoua 17 camions d'oignons pour aller vendre au Gabon parce qu'ils ont confondu le prix et la quantité consommée. Arrivé au Gabon, l'oignon étant périssable, ils ont satisfait le marché du Gabon avec la capacité que le marché du Gabon demandait. Maintenant, quoi faire? On attend vendre. Ça ne va plus passer. Le marché est saturé. Qu'est-ce qui s'est passé? L'oignon étant périssable, ça pourrit. Rien à faire. Vous savez, une année ici, le problème des épices, on a eu l'oignon qui a été stocké à Bafoussam et on comptait le revendre en spéculation, mais ça répond à ce que nous faites. Le stockage n'était pas maîtrisé. Et je connais une année ici, on a eu que des oignons blancs qui ont pourri, il y a eu ce genre de choses. Quand nous sommes en train de faire ce type de préparation, au niveau des arômes et des épices, on évite cela. On évite cela. Et la conservation des épices est particulière et tout ça doit rentrer dans votre préparation. Vous allez expliquer comment est-ce que vous allez les conserver. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a des questions? Vous m'entendez? Oui, on t'écoute parfaitement, expert. Oui. À notre niveau, nous n'avons pas de Cette questions. activité-là, je vous ai. Oui, je vous écoute, monsieur Lamago. Oui, et je vous remercie déjà pour la qualité de la présentation, expert Ava. J'aimerais savoir, pour le cas de la foire de Penja, Oui. lorsque vous parlez de présentation, est-ce que vous avez une idée du type de tenue adapté pour ce genre d'événement? Vous avez dit le Ça, c'est type de... le type de tenue Ah adapté oui. pour ce genre d'événement. Ça, c'est d'un. Oui. De deux, j'aimerais savoir si, au cours d'une fois, il était possible de varier les tenues vestimentaires Oui. en une journée, c'est-à-dire dans la matinée, on a une tenue et peut-être dans l'après-midi,
une autre tenue. Là, c'était ma préoccupation. Je vais commencer à dire que l'habillement est une expression, est une communication. Ça veut dire que une fois que vous allez à l'église, vous connaissez la tenue de l'église, et je m'habitue souvent à dire aux apprenants que tout le monde sait ce qu'on porte quand on va à Bonanjo, même le petit enfant. Quand tu veux l'amener à une manifestation sans salut du dimanche, tu dis que maman, je suis sale. Donc, ça vient instantanément d'un comportement humain de classifier l'apparence qu'il veut faire ressortir. C'est de là que sort l'habillement et de porter une tenue adaptée à l'activité qu'il va mener. Le boucher a une tenue et il peut être sale parce qu'il est boucher. La maman qui va au champ a une tenue parce qu'il veut se protéger contre les intempéries et se protéger contre les agressions de la peau par rapport à tout ça. La tenue pratique de la foire, si on prend les déterminations, déjà, ça doit être une foire, se veut des gens qui sont accueillants pour recevoir les participants. Elle doit être simple, légère, de préférence, elle doit s'exprimer. Nous n'avons pas chez nous, regardez en France la tenue des boulangères. On les appelle les boulangères, les familles qui faisaient du gâteau et tout ça. Ils ont souvent une blouse. Donc, s'il y a des activités de présentation ou même du mets, ça ne sera pas dérangeant de comprendre que les épices sont faits dans la cuisine, s'il y a le côté cuisine. Ça ne sera pas dérangeant de savoir que lorsque vous allez partir, vous ne devez pas porter des tenues qui chauffent, vous ne devez pas venir en talons. Parce que si vous restez en talons toute la journée, tu auras mal aux pieds. Donc, c'est généralement une tenue adaptée, légère, expressive. Bah, moi, à mon avis, les adultes, si vous avez des présentateurs jeunes qui peuvent encore s'enfiler dans les t-shirts, c'est bon. Comme c'est des épices, les épices généralement correspondent à l'exotique, à, à des attitudes des pays tropicaux. Vous pouvez choisir une tenue qui correspond à l'ambiance, mais vraiment une tenue légère. Moi, je proposerais ce que j'ai vu ailleurs, ceux qui sont au niveau de la présentation du produit de dégustation, se mettre en blouse de cuisine, vous pouvez l'installer comme vous voulez. Et quand c'est trop compliqué, pour une fois, vous portez un pantalon coton simple et un t-shirt blanc simple. Tout le monde le porte. Et si vous pouvez vous obtenir des tennis blanches, l'uniforme est généralement intéressant. Nous, les adultes, on n'enfile pas les t-shirts comme les jeunes, mais nous avons nos tenues. On ne se plaît à dire que chaque entreprise choisit ses couleurs. Mais la couleur rouge et la couleur verte mélangées au même moment. Donc, il n'y a pas modèle type, mais il y a seulement les couleurs simples, pas agressives. Si c'est des couleurs exotiques africaines, vous pouvez les choisir pour faire votre identité. Maintenant, si c'est pour le confort et pour le plus simple, adoptez des choses simples. Si vous venez une fois avec une jupe de boîte de nuit, vous comprenez que ça ne va pas tenir. Ce n'est pas ça qu'on attend de vous. Porter la tenue qu'on attend de vous. J'ai quand même vu des gens à certaines fois où j'ai participé, des responsables arriver tout combiné de veste et tout et tout. Je crois que c'est un peu inconfortable. Laissez les ministres avec ça. Ce n'est pas. Donc, c'est une tenue simple. Si c'est au niveau des cuisines, celles qui sont en train de faire la dégustation, la démonstration, s'habillent carrément en situation de cuisine. Celles qui sont à l'accueil s'habillent en situation d'accueil. Je me plais toujours à dire que nous sommes dans des activités que, quand on s'entretient comme ça, tout le monde a déjà une idée. C'est des faits de société. On a vu une chose dans le choix des décisions au niveau de l'ambiance, c'est un peu interroger les gens. Qu'est-ce que vous pensez qui peut être bien? Moi-même, quand je sors de chez moi, comme les enfants, je prends toujours mes fils et dis que ça va ça. Ils disent, papa, c'est pas ça. Va porter le chapeau et tout ça. Donc, à mon avis, la caractéristique, la tenue doit être simple. On le verra. Ça va arriver ici, on va vous détruire. Qu'est-ce que c'est? Ça peut être une tenue. La tenue doit être simple et doit être moins expressive.
Elle doit correspondre à votre activité. Elle doit avoir, vous devez être à l'aise dedans. Ben, parce que si vous êtes à la fois, vous allez vous courber, vous allez vous asseoir, n'apportez pas une tenue serrée pour les femmes. On est obligé de tirer la jupe ou des choses comme ça. Donc, c'est ça le modèle de tenue qu'il faut. J'ai vu, quand on va regarder la vidéo ici, j'ai eu un petit problème de manipulation. On va voir un peu comment les gens sont habillés. C'est simple, pas trop excessif, mais adapté à l'activité qu'on doit mener. Il y a une autre question? Bon, s'il n'y a pas de question, on va continuer. Et on arrive, nous étions sur le point 2.5, position, concurrence, position, élément différenciateur, comme on a parlé. Et on a dit qu'il fallait planifier les animations. Et nous sommes maintenant au niveau de la préparation physique. Et nous voulons aborder ce que vous étiez en train de demander là, qui consiste à avoir une attitude physique de gagnant. Une attitude physique de gagnant, si on s'exerce à chercher, je vais vous donner la parole que vous essayez de me dire, vous, qu'est-ce que vous considérez comme une attitude de gagnant? Et on revient même sur ce qui était les tenues, que vous savez qu'on s'échange ce qu'on pense que une tenue doit être pour Djombe là. Et qu'est-ce qu'une attitude de gagnant, à votre avis? Attitude de gagnant, c'est comme disent certaines personnes, quand quelqu'un va réussir ou bien quand quelqu'un est sûr de lui-même, on le voit, on le sent. Donc, si on regarde une attitude de gagnant, vous pouvez la définir comment? Nous proposons ici que nous tous, on sait ce que c'est, mais c'est qu'on se bloque sur la capacité de s'exprimer. Moi, je dis une attitude de gagnant, c'est une attitude qui dégage de l'assurance. Une Oui, attitude. Arnaud, vous pouvez parler directement, hein. Ah, d'accord. J'attendais qu'on me donne la parole. Oui, Désolé. j'ai donné la parole plusieurs fois. Ah, ouais, une attitude de gagnant, c'est du leadership interne, la confiance en soi, la Oui, maîtrise même, la confiance dans la maîtrise de ce qu'on a présenté, et oui, la maîtrise personnelle même du projet et la maîtrise du secteur et de l'espace qu'on a géré pendant la foire. voilà. Ça, c'est ce que je peux apporter comme élément pour l'attitude gagnante. M. Joker a quelque chose à dire dessus? C'est vrai que nous n'étions pas nombreux, mais nous avons programmé faire Oui, cette formation. Oui, je voulais juste valider ce que disait mon prédécesseur, hein, que oui, pour avoir cette attitude de gagnant, il faut être celui-là qui est sûr de ce qu'il présente, celui-là qui maîtrise bien son espace, celui-là qui maîtrise son produit et qui a une confiance en soi suffisamment contagieuse pour permettre voilà, aux exposants d'adhérer facilement au concept qu'ils veulent vendre. ça c'est nickel. Ça c'est très, très bien. Et je vais vous parler d'une des choses au niveau des attitudes, c'est le sourire. Le sourire est essentiellement contagieux. Si vous êtes en train de sourire, même seul, la personne en face de vous commence à sourire. Et il est prêt à vous parler, il est prêt à vous, à vous donner des informations. Et il faut noter une chose pour le comportement des Camerounais que beaucoup de gens ne maîtrisent pas. Nous sommes généralement au niveau des conversations. Si tu veux prendre des informations sur les Camerounais, pose-leur des questions. Pose-leur des questions et
il va te dire ce qu'il pense. Moi, quand je forme souvent des gens pour la vente, je leur dis, si vous êtes face à quelqu'un et vous le mettez en confiance qu'il a besoin de vous enseigner, il vous dit que je vais vous dire. Et ça, c'est vrai. Nous sommes des grands donneurs de leçons. Donc, c'est l'une des attitudes qu'on peut adopter pour pouvoir capter l'attention d'un visiteur. Poser des questions pour tirer ce qu'il a à dire dans le, dans le fond. Donc, c'est ça. C'est de ça qu'on parle ici, parce que c'était tout ça qui constitue le, le bien fondé de, de, ces, de cette phase de préparation. Et je reviens à dire que lorsque vous verrez ce qui sortira sur cette étape comme outil, vous comprenez très bien que ces outils seront utilisés à la prospection. Donc, les fiches prospects, les, les, les cartes de visite, ça va s'utiliser au niveau de l'activité qui va suivre demain ou après-demain. On va le déterminer ensemble ici. C'est vrai que nous ne sommes pas nombreux. On va peut-être faire quelque chose de plus, de communication au niveau de stimuler la participation. Euh, donc, ça sera beaucoup plus cette partie-ci qui est importante. Mais je crois que tous ceux qui ont adhéré à la, qui ont répondu qui ont répondu à l'invitation, nous allons pouvoir leur faire transmettre les outils. Et s'ils assistent à la deuxième exposition, j'espère qu'il va encore arriver. Ceux qui ne vont pas seront informés sur ce qui va suivre. C'est un peu dans ce sens que nous sommes en train de travailler. Je voulais revenir sur un aspect en arrière qui, comme je le disais pour M. Njoke qui n'était pas là, nous avons eu une rubrique d'explication ou bien d'initiation au marketing, au commercial. Et nous avons tenu à faire savoir que l'activité, ou bien, oui, l'activité commerciale a deux parties. Une partie réflexion qu'on appelle stratégie. Il faut garder toutes les explications qu'on peut donner compliquées dans les universités et tout. La stratégie relève du domaine de penser comment on va agir. Même pendant qu'il y a un match de football, même pendant qu'il y a une bagarre, face à la personne qui est en face de toi, tu dois savoir qu'est-ce qui peut te donner les chances de gagner. J'ai eu une histoire que je vais vous raconter. Étant à l'université, des voleurs venant on appelle ça, les voleurs venant de deux églises, non, non, pas deux églises, à la douche. Il y a une bande aux années 80, 90. Les costauds garçons étaient là-bas, ils volaient les pneus de camion. Ils démontaient le camion en plein jour. Parce qu'ils étaient, pas jour, je veux dire, devant tout le monde, vous passez, ils démontent le camion. Parce qu'ils étaient forts physiquement, personne ne pouvait leur parler. Très costaud. Nous, étant étudiants à l'université, on s'est amené à constater qu'ils ont été tués un matin. Très costaud. Les gardiens sont chétifs, ils se disent, ben, qu'est-ce que nous, on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire pour attaquer ces gens-ci? Comment ils peuvent venir démonter les pneus devant nous et nous sommes des gardiens? Ils ont tendu un piège. Ils sont partis chauffer de l'eau chaude avec le piment. Pendant que les gars étaient en train de démonter les pneus de camion, ils ont versé sur chacun d'eux un seau d'eau bourré de piment, prêt à atteindre le troisième degré. Tu es anéanti, tu ne peux plus rien faire. Cette partie où, comme ils avaient un combat, qui est celle d'anéantir quelqu'un qui est plus fort que d'eux, ils ont cherché, ils ont analysé, ils ont décidé de l'action qu'ils vont mener.
C'est comme ça que se passe aussi l'activité commerciale. Nous avons face à nous la concurrence, nous avons face à nous d'autres produits, nous avons face à nous notre position par rapport au point de vente, notre position par rapport à l'international. Qu'est-ce qu'on va faire? Quel est le produit qu'on va choisir? On va le choisir à quel prix? On va le vendre à quel prix? Et on va le vendre où? Et on va le communiquer comment? On va faire quelle publicité? On va aller à quelle foire? Donc, c'est comme ça que ça se résume l'activité commerciale. Cette partie est importante. Euh, les gens vont vous parler de stratégie, vont vous parler de ceci. C'est simplement comme je vous explique là. Et c'est ça qu'on développe à des tonnes et tonnes de livres pour dire que avant d'aborder une situation, tu te mets à l'analyse, tu te mets à détecter où se trouve la bonne ta part de gâteau. Donc, c'est ça qui a été vu au départ sur l'initiation à l'action commerciale. Il était bon que les participants à la foire soient informés dessus parce que cette, euh, c'est cette partie-là qui va commander toutes les activités après. Et bien évidemment, la partie analyse du marché qu'on va commencer, qu'on a vu après, la partie étude de marché. Une autre notion que je vais expliquer, il y a des gens qui ont pensé que l'étude de marché, c'est toujours des grosses analyses, on va chercher un spécialiste. Pas du tout. L'étude de marché, ça peut être un tour. Ah, moi, j'ai vu ça quand j'étais étudiant, je faisais encore des tours au marché Mbopi. Je vous assure, les Blancs, les gens de l'extérieur, là, pendant que vous dormez dans vos champs là-bas, ils sont en Mbopi. Je les ai vus venir étudier qu'est-ce qui se passe en Mbopi. Maintenant, quand il envoie les produits de chez lui, il a contacté des gens, il sait comment ça se passe, il sait où ça se passe. Ça, c'est une étude de marché. Et que quelqu'un ne vienne pas vous dire qu'il faudrait avoir les millions, je veux faire les analyses, les statistiques. Ça, c'est un autre domaine. Mais chaque personne en activité doit pouvoir faire l'étude de marché, qui peut être une grande ou une petite, une simple visite, des questions à des gens, des fouilles sur Internet. C'est déjà l'étude de marché, ça. Et ça, vous devez vous habituer à ça. Même ce qu'on a dit ici, sur quoi faire, comment le faire, il faut pouvoir se référer d'abord à ce que les gens font déjà avant, on appelle le benchmarking, que comment est-ce que les autres vont le faire ailleurs, comment est-ce que les autres l'emballent aujourd'hui et comment les autres le présentent. Et dans cette étude que vous devez mettre en tête, c'est que s'il est vendu aux grossistes, est-ce qu'il y a des grossistes? Est-ce qu'il est vendu directement aux consommateurs? Est-ce qu'il est livré directement au niveau des hôtels? Nous avons quelque chose de particulier qui doit rentrer dans votre information. Il a été signé une convention sur les importations ou bien les grands supermarchés que vous voyez qui s'installent là. Ils ont signé une convention, on appelle le Made in Cameroun. Donc, particulièrement, je n'ai pas beaucoup vu comment les produits du Cameroun sont installés. Je n'ai pas beaucoup vu. Il y a ça, c'est une qu'est-ce qui rentre dans le Made in Cameroun et comment est-ce que le Made in Cameroun est intégré au niveau de la grande distribution. Mais quelque chose de salutaire que j'ai vu au niveau des épices, elles sont reconditionnées au marché. L'étude serait que moi, je veux venir directement au marché de Bonamoussadi, ou bien je veux aller directement au marché de Madagascar, ou bien je m'interroge à ce qui se passe au sud. Vous lancez à collecter l'information, à faire des descentes. Vous pouvez déléguer quelqu'un, ou bien c'est bon pour les acteurs eux-mêmes de descendre sur le terrain. Parce que je vous dis, franchement, pendant que nous, au Cameroun, on dort, les exportateurs européens sont au marché de Mbopi chaque jour. Je les ai vus plusieurs fois. Des PDG d'entreprises, ils décrochent, ils portent la chemise, ils font le tour du marché Mbopi, ils mangent avec les gens, ils causent avec des gens. C'est ça des attitudes à vérifier pour la collecte d'informations. Et ça doit animer tous les producteurs de Djombe pour pouvoir aller
Et de se demander que le poivre d'Njombe occupe quelle proportion au niveau du marché. Je sais qu'il y a l'importation des poivres actuellement. Toutes ces analyses-là, toutes ces études-là doivent être faites, doivent être organisées pour pour pouvoir collecter l'information qui vous permette de décider maintenant comment vous allez vous comporter. Cette phase-là a été capitale et c'est ça que nous avons vu au départ. Même le choix d'aller à la foire ou de ne pas aller à la foire réside dans les informations que vous disposez. Si on prend le cas d'une foire commerciale, il y a des gens qui vont à la foire commerciale parce qu'on dit qu'il y a la foire dépense des énormes tonnes d'argent. Nous allons le voir quelque part ici dans ce qui va suivre, sans vérifier le retour sur investissement, sans se poser la question, est-ce que ça vaut vraiment la peine qu'il y aille? Je sais que j'ai visité les spots, la poivre, le festival international du poivre. Je sais j'ai vu des Camerounais là-bas, et ça c'est intéressant. Et à un moment là, on va regarder cette vidéo-là. Je n'avais pas été très habile pour regarder comment ça va se faire, mais on finit d'abord les exposés. Donc, je voulais le rappeler à M. Njoké en disant, voilà, cette partie-là. Et une chose que je dis Merci souvent beaucoup. maintenant, oui, Non, je disais merci beaucoup parce que c'est une des choses qui me guide tous ces derniers temps. Je fais moi-même des descentes dans les supermarchés, dans oh, les marchés, dans les bien, petits bien évidemment, coins. Je rencontre les Bayam Selam voilà. pour toucher du doigt, en fait, la réalité de l'appréciation générale qu'ils ont du produit et du poivre en général. C'est très intéressant parce que moi, je fais quand même des études au marché moi-même et j'ai constaté que je vais vous dire quelque chose qui s'est passé au Cameroun au niveau de la distribution alimentaire. Vu la chute des salaires, il y a une première baisse de salaire, une deuxième baisse, il y a eu la dévaluation, tout a chuté. Donc, le Camerounais, au moment où nous on était gosses, on achetait la boîte de lait à 600, 800 de Nestlé en boîte. Bon, maintenant, une analyse va simple. Puisque ces gens n'ont plus besoin, ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus de foi s'acheter des produits en grande quantité. Maintenant, pour pouvoir le vendre, il faut de faire de petites quantités. Et c'est là où vous souvenez très bien, c'est après la chute de salaire et tout que le Nestlé a descendu, et les gens ont descendu de leur petit sachet de 75, de 100 francs, et le marché a reboosté. Parce que je dispose de 100 francs pour prendre mon café, je dispose de, des condiments, comme on l'appelle, mes épices qui vont aller dans ma sauce. Et je sais que vous êtes déjà dans ce sens. Je vois le poivre conditionné à une dimension exactement pour un repas et qui coûte des prix abordables. Quand vous descendez au marché, c'est déjà très bien. Il faut noter que c'est toujours dans des foires comme ça, peut-être que vous allez les avoir là-bas. Un côté qu'on n'a pas abordé, c'est le côté des fournisseurs d'emballage et de tout ça. Aujourd'hui, les emballages sont différenciés. Il y a des nouvelles technologies pour emballer. Et tout ça, c'est l'ordre de capacités d'analyse de votre secteur qui sont, et tout ça se retrouve dans le domaine de l'étude du marché. Parce qu'il y a le marché des emballages, il y a aussi le marché des clients, les marchés des acheteurs. Tout ça vous concerne. Et donc, c'est ça que je voulais rappeler sur ce point de la stratégie. Bon, à votre absence, le, le colis, je prononce mal, notre accompagnateur, moi je connais très bien le collet ACP, c'est comme ça que je n'arrive pas à montrer le colis là. Le collet ACP, le colis, accompagne, nous a présenté à votre absence quelles sont leurs activités. Et
Nous, on a aussi parlé de la foire. Qu'est-ce que c'est qu'une foire? Parce qu'on a vu la foire a une activité d'abord temporaire, donc elle n'est pas faite pour longtemps. On décide ce que la foire est. Ça peut faire une foire essentiellement commerciale, ça peut faire une foire pour relever un secteur et se déclarer acteur essentiel dans ce secteur. Ça peut être une foire de, il y a des fois où il y a les producteurs et les fabricants d'emballage se rencontrent, tous les acteurs du secteur se rencontrent. C'est comme ça que les foires se différencient. Elles peuvent être dans un domaine du segment, disons, régional, elles peuvent être national ou international. On a parlé de ça sur le début là. On a, on a regardé vos attentes, les déclarations que vous avez données au niveau des attentes étaient exactement ce que nous avons prévu et ça nous arrange. Et de là, donc, on a déroulé la première thématique qui était la préparation et on a regardé que les sujets que nous allons aborder pour la préparation sera la définition des objectifs de préparation. Comme je venais de le dire, il faut savoir qu'est-ce que je vais chercher à la foire. Je vais vendre, je vais chercher à rencontrer les grossistes, je vais rechercher à parler avec la distribution, je vais chercher à voir les intervenants de la chaîne, je vais chercher à faire connaître beaucoup plus un nouveau produit que j'ai mis en place. Donc, quand tu as défini ces objectifs-là, et puis un nouveau conditionnement, parce que le produit, il a beaucoup de compartiments. Il y a le contenant et le Tout à fait. contenu. Donc, oui, Mhm. Oui, oui, je vous suis avec beaucoup d'intérêt. oui. Donc, il y a le contenant et le contenu. Donc, toutes ces choses-là, quand vous allez rencontrer, vous devez savoir déjà qui sera là. Et comme je le disais, vous pouvez aussi inviter certaines personnes qui sont en affaires avec vous pour renforcer vos relations dans les affaires. Donc, on a vu qu'il fallait aussi voir la préparation logistique et matérielle, qui connaît son produit très bien, analyser la concurrence, comme je l'ai dit, le positionnement, l'image que vous voulez que le client retienne de vous. Vous travaillez dans ce sens. Parce que quand vous êtes même à la foire, votre stand doit correspondre à ce que vous voulez faire ressortir. C'est vrai qu'il y a des stands bloqués typiques, mais vous avez vu beaucoup de gens, après un stand, apportent des aménagements qui sont propres à l'image que vous voulez refléter. On te donne l'espace, tu le transformes par rapport à ce que toi tu veux. Et tu ne peux pas aller le transformer subitement le jour de la foire. Donc, tu le prépares avant, tu fais des analyses et tu projettes ce qui sera fait. Et tu dis, moi, je préfère que j'ajoute ceci dans mon stand ou quoi que ce soit parce que ça sera intéressant de ressortir l'image que j'ai. C'est pour ça que quand nous allons au marché, on dit c'est quand même telle ou c'est quand même telle société et ne devait pas se présenter comme ça. On a déjà ce qu'on pense de ce que la personne était parce qu'il a travaillé sur ce qui doit rester dans la mémoire des consommateurs. Même entre vous, vous êtes un consortium de producteurs, mais il y a des gens qui se démarquent, qui essaient d'attaquer plus fermement le marché et qui donnent. Parce que, comme je le disais, au niveau de la préparation, votre stand, votre attitude, votre habillement va déterminer à attirer les exposants, les participants, que quand vous n'avez pas préparé. Vous avez quelque chose qui va se passer là, le temps qui fait en Djombe à cette période, vous devez, dans la préparation, prévoir tout ça, après avoir observé votre stand. J'ai vu des foires où on vous donne un stand, vous allez jusqu'à dérouler l'accès, parce que vous avez une image que vous voulez. Il y a des fois, quand il pleut, les gens pataugent dans l'eau, mais selon votre préparation, vous vous rendez compte que vous avez prévu ça. Ça fait un coût, mais il faut regarder tous ces éléments-là bien avant. C'est donc ça que l'objectif, on a titré avant pour déterminer qu'est-ce que je dois faire avant.
pour bien faire le jour que ça va arriver. À l'attention, comme vous êtes arrivé un peu tard, je reprends. Donc, on a la concurrence, le positionnement, on l'a fait. On était déjà en train d'aborder la préparation physique et nous étions en train de regarder, comme vous avez dit, et on va prolonger maintenant. On va repartir sur ces éléments-là. Nous étions sur la préparation physique et nous avons parlé de l'attitude gagnante. Selon ce que vous avez défini, nous allons maintenant dérouler ce qui est reconnu généralement comme une attitude de gagnant. C'est déjà ce que vous avez dit, image de confiance, détermination, énergie positive, euh, confiance, démarche assurée. Je ne sais pas, ça dit que ça rejoint ce que je vous disais là, que ce que vous êtes parle tellement fort que je n'arrive pas à entendre ce que vous dites. Tout ce que vous avez réuni comme expérience, toute l'analyse que vous avez faite, la confiance au produit que vous présentez, fait que vous allez sûrement, avec confiance face aux interlocuteurs que vous le rencontrez. Si vous avez préparé une dégustation et que vous êtes convaincu que c'est bon, vous avez toute la volonté, c'est que vous attirez les gens par votre manière d'être confiant, de venir. Oui, il y a même des fois, vous arrivez devant un présentateur ou bien un vendeur, ben, vous dites que ben, ça va, vous croyez à votre produit est tellement l'interlocuteur en face de vous dégage, ça se dégage, voilà le bon mot dans ça. Et nous arrivons donc, on dit donc, voici quelques éléments clés d'une attitude physique de gagnant. La posture droite avec les épaules arrière, tête haute, indique la confiance en soi, la détermination. Oui, c'est vrai, si vous arrivez à la fois, vous baissez la tête pendant que les clients arrivent, comme je vous disais, le stand doit être un endroit uniquement fait pour recevoir les clients. J'étais à Orange, à Makepe, je cite le nom comme ça. Je me faisais prendre de service. Étant du métier, je n'ai pas pu résister à des dames qui entraient dans, vous pouvez imaginer un bureau d'Orange. Marco, je t'ai dit que ça va être comme ça, la patati patata. Je dis, mais attendez, nous ne sommes pas là pour vous subir. Nous avons déjà le stress que j'ai perdu ma puce et j'ai perdu mon téléphone. Et quand j'arrive, je trouve des dames qui sont en train de bavarder, franchement, comme si ils étaient dans leur maison, avec tout le langage euh, basique de détente, de je m'en fous que vous pouvez imaginer. Je te dis qu'il y a des news, j'ai été obligé de les stopper. Et la salle est devenue calme. Ils sont même venus regarder qui est en train de leur parler, que non, je suis dans ce métier. Vous ne pouvez pas saboter comme ça. Donc ça, c'est des choses que, au niveau du stand, les gens doivent être formés. C'est pas le calme plat, c'est pas la peur, c'est pas le respect des patrons, de patrons à esclaves. Non, c'est le respect mutuel. C'est ça qu'on appelle l'attitude. Ça dégage quelque chose qui est préparé pour que, franchement, il y a des petites choses sur le look, sur l'apparence, sur le manque de confiance qui font que vous ne progressez pas avec quelqu'un, mais même quand on est au marché, la personne qui a confiance et que bon, les vendeurs le disent, venez, 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 il y a ceci, madame, il te parle. D'autres te regardent comme si vous avez un problème et ils vendent. Mais non, c'est cette attitude. D'autres, tu regardes, ils te toisent. Ou on a eu des choses de commerce. Hein. Tu es en train d'aller à un stade, quelqu'un te toise ou bien, pendant que tu entres au stade, lui va ramasser la bouteille d'eau pour boire et vient te parler avec un coca à main. Ben voilà, des petits éléments comme ça qui sont capitaux. Si tu lui dis que j'ai fait quoi, mais attends, c'est vraiment des choses comme ça qui nécessitent la préparation. Ça dit que vous venez au stand, vous êtes fatigué, vous êtes participant, vous venez voir quelqu'un, c'est là lui qui peut aller prendre de l'eau au frigo, ou bien dit que pensez-moi au beignet que vous allez prendre là-bas, j'ai déjà trop faim. C'est justement des choses qu'on vit. Regardez que vous êtes là, vous êtes déplacé pour dire, mais quelqu'un de l'international trouve des gens qui se pensent passer à moi. Hein. Gardez-moi le coquille. Donc, c'est des choses, et ça se passe, ça se passe. Ah oui? Vous laissez des bonnes dames là, vous tournez le dos. Il faut noter que dans cette activité,
J'imagine que M. Njoké est entrepreneur. Il y a Mhm. du mal des gens qui vous accompagnent et qui ne comprennent rien. Vous êtes seul à comprendre votre projet à fond. Les autres, soit ils viennent chercher le salaire, soit ils viennent vous regarder et vous prédisent même l'échec. Donc, c'est un peu ça qu'on parle ici sur la préparation physique et toutes ces choses-là. La communication au niveau du stand doit être respectueuse, ça doit être adapté à la personne. Moi, le langage que vous tenez au marché n'est pas celui que vous tenez quand vous arrivez, quand vous rencontrez euh, quelqu'un qui vient de l'international. Il n'a pas forcément un langage diplomatique, mais c'est un langage différent. Parce que quand vous arrivez de Mbopi, quand vous allez à Mbopi, vous avez un langage qui est généralement d'abord un peu de pidgin. Et à côté de ça, c'est ça qu'on appelle s'adapter au coin. Il y a même des endroits où que, bon, je suis venu vous dire que je fais du poivre en mais tu entends le vendeur de me dire que, oh, et donc, le long français est venu ici. Donc, c'est ça qu'on appelle s'adapter à l'interlocuteur, s'adapter au milieu. Ils sont soft, ils ne veulent pas trop de complications. Et j'avais fait quelque chose, je vais vous dire une chose à cause des produits qu'on vend les stands. Nous participons à un phénomène contre-commercial. Je ne sais pas si, sur le jockey, si vous connaissez à Douala ici, des jeunes, la jeunesse est en abandon. Des jeunes vont vendre et on leur dit qu'ils sont d'une société canadienne qui distribue et on leur fout du n'importe quoi qui ne sert à rien à 100 francs. J'ai fait cette illustration pour montrer à combien de fois, quand vous ne prêtez pas attention, vous pouvez rater le coach. Ces enfants te parlent que nous sommes, ils passent le temps, on te dit qu'un est venu dans une société américaine, des petits de 100 francs, on leur dit de vendre à 2000. Ils ne connaissent même pas. On les envoie, ils ne connaissent même pas combien ça coûte. Ils ne savent même pas là où ça se trouve. Les trucs que les Chinois déposent à 200. On les charge dans le sac. Le seul gagnant, c'est que le grand patron le soir, au moins c'est 50 000 sans rien faire. On peut faire même temps le temps de les former. Je vous parle de la préparation. Et là, un est venu devant moi un jour avec des amis. Je suis venu vous présenter que je suis de telle société américaine. Ça va rejoindre quand on va aller à la préparation du pitch là-dessus, le pitch commercial, que je suis d'une société américaine, je suis ceci. Je lui dis que mon fils, tu vends quoi? Tu ne vois pas les gens qui vendent l'arachide là. Ils exposent leurs produits comme ça, ils posent le pain en haut. Et quand ils passent dans un bar, l'acheteur, les vendeurs ambulants font le nom de la communication non verbale. Il te Mhm. montre l'arachide, tu regardes. Si toi-même tu veux l'arachide, quand tu vois la bière, tu dis viens. Il ne parle pas beaucoup. Même les vendeurs d'habits, ils te montrent comme ça, ils voient ta taille, ils se placent comme ça. C'est des acteurs très, très enseignants. Ils enseignent beaucoup quand ils sont en activité. C'est ça qu'on veut nous faire savoir ici. Et dans leur préparation, ils connaissent à quelle heure ils passent devant les boutiques. Ils connaissent même comment conditionner. D'autres arrivent à froisser le pantalon comme ça, parce que ça donne une certaine allure. D'autres sélectionnent les meilleurs, ils posent devant. C'est tout ça qui consiste. Ils ont connu le marché et ils prennent des produits abordables aux gens qui sont destinés là. Je parlais de celui qui a fait qui vend dans le sac là, dans le sac. Et nous, on sait qu'on ne vend pas la poule dans le sac. Et ça rejoint aussi dans votre domaine. Il serait un peu embêtant que je vais quand même que je vois des sachets transparents maintenant. Le poivre emballé dans un sac tout transparent qu'on ne voit pas, sans indication en haut, tout ça c'est très difficile. Donc c'est de ça qu'on veut nous sensibiliser ici sur la préparation logistique du packaging. On n'a pas trop appuyé sur ça, c'est notre domaine, mais ça compte aussi. Il faut préparer les produits par rapport à ce que vous voyez. Et il faut demander même aussi à ceux qui vendent comment ça se présente. Quand je fais des tours dans des étals, tu vois un produit qui dort. Après, le vendeur te dit qu'il est venu déposer ça. Lui, il a d'abord emballé ça comme c'est fini. Tu as laissé ton produit au comptoir, il ne passe pas. Et ça rejoint ce que M. Jockey dit. Quand tu pars parler aux gens, ils vont te dire que même moi, on a des sachets transparents. Tu es tristement propre d'un job et je veux vendre. Que de commencer à faire des analyses où tu n'as pas interrogé les opérateurs eux-mêmes. La préparation physique, il y a le regard direct et soutenu témoigne d'une présence rassurée et d'une grande capacité à établir un contact virtuel. La démarche,
Ça compte. Quand tu es bien préparé, quand tu trouves ton produit, même la démarche, là, on voit comment tu as confiance en toi-même. L'apparence, bien sûr. On dit une tenue soignée, adaptée à la situation, renvoie une image de professionnalisme, de respect de soi. Une énergie positive, un enthousiasme communicatif qui peuvent inspirer les autres à susciter à l'adhésion. Je vous ai parlé aujourd'hui que le rire est contagieux. C'est vrai que d'autres disent que le sommeil est aussi contagieux. Naturellement, si tu dors dans un stand, les gens ne veulent pas. Je parlais de la communication non verbale. Les gestes, l'expression faciale, la voix doivent être cohérents avec le message qu'on souhaite transmettre. Je vais vous parler ici de quelque chose d'assez particulier. Quand on se fâche et qu'on ne parle pas, on mobilise 75 muscles du visage qui restent fermés et ça mène à une attitude repoussante. Alors que quand on sourit, moi, quand je commence à faire des études comme ça, on apprend à sourire, monsieur Jock, on apprend à sourire. Des fois, tu marches seul comme ça. Tu regardes les miroirs, tu regardes que je regarde, je ressemble à quoi. Franchement, ça rentre dans la formation des vendeurs. Il y a des gens qui commencent un métier, ils se transforment, vous ne le reconnaissez plus. À partir du moment où il sort, il va faire des contacts, il devient une autre personne. Celui qui n'arrivait pas à vous parler commence à vous parler, il commence à être à l'aise et c'est cet ensemble de choses qui fait la différence entre les participants et les exposants. Comme je veux parler de la communication non verbale, nous sommes toujours dans la préparation physique. En cultivant toutes ces attitudes-là, on dégage la chance, on peut appeler ça la chance, on dégage une attitude qui peut faire augmenter les ventes parce que les gens vous voient rassurés et tout ça. Nous parlions des vêtements. Pour un participant, Monsieur Lamago, pour un participant à la fois, les vêtements dont allier confort, praticité, respect des éléments du secteur. Il est conseillé d'opter pour des tenues mais soignées, contactées, mais soignées. Oui, monsieur Lamago? Oui, décontractées, mais soignées, adaptées aux conditions climatiques et à l'activité extérieure. Si vous venez à Douala, vous participez à une foire, tenez compte que si les stands ne sont pas climatisés, vous devez chercher des tenues qui laissent passer de l'air. Pour l'information, Douala fait chaud, mais Douala ne fait pas chaud comme le Nord. Ça compte pour le commerçant. Douala a 30% d'eau en suspension. Ça veut dire que si tu prends une grande quantité d'air, l'eau sera dedans à 30%. C'est pour ça qu'on semble bouillir quand on est à Douala. Il fait chaud, mais il y a l'évaporation du bruit et de la mer qui fait que c'est une zone où la chaleur est plutôt comme une chaleur sortant d'une marmite bouillante. Le nord, c'est la chaleur sèche. Et pendant la soirée, la fraîcheur s'installe à partir de 17h, 16h au nord. Les matinées sont froides, totalement froides, même en saison sèche. Par contre, Douala chauffe en permanence. Donc, tout ça compte donc quand vous allez dans un coin. Et c'est même ceux qui vont en Europe doivent tenir compte de tout ça. On en parle dans les préparations. Donc, on n'a pas de choix de vêtements. Voici quelques suggestions, comme le demandait M. Lamago. Pantalons de travail confortables pour les hommes, des chemises ou des polos. On n'a pas beaucoup cité la veille, c'est pour les conférences. Veste légère, chaussures de sécurité ou de marche. Si c'est une zone, je ne sais pas, qui demande des chaussures de sécurité, pas beaucoup, mais c'est des chaussures de marche qu'il faut porter. S'il y a trop de soleil, vous pouvez vous couvrir par une casquette ou un chapeau, mais ça doit pas être un chapeau expressif ou débordant. Ça doit être quelque chose que si tu demandes à quelqu'un, est-ce que ça va, il va te dire oui. Pour les femmes, pantalon, salopette de travail, sache-toi, pantalon ou salopette de travail. Comme je l'ai dit, c'est dans les pays européens, la boulangère, non? Elle porte la blouse et un chapeau avec euh,
un chapeau attaché avec ressorti ici devant. On reconnaît une femme qui est là pour préparer. Et j'ai dit, si vous avez des femmes qui sont au stand d'éveil, c'est automatique. Et vous allez voir que même ceux qui présentent les épices au niveau international ou bien des industries ont adopté les blues. Magie vous donne des blues vivement. Que si vous avez des moyens, vous trouvez des choses très moins chères, vous pensez déjà à estampiller les gens de Njuma avec la blouse, les blouses du poivre de Penja. Je crois que la tendance où vous allez est très bonne dans ce sens-là. Au confortable, un t-shirt coton, un polo, une chemise légère, veste ou gilet pour les fraîcheurs du matin et soirée, une veste légère et euh, des chaussures, on l'a dit, des marches. S'il pleut trop, vous n'allez pas porter une chaussure qui doit s'abîmer ou bien l'eau rentre dans vos pieds et vous passez toute la journée avec les chaussettes mouillées. Vous portez une chaussure en conséquence. Les accessoires, foulard, chapeau, lunettes soleil peuvent être complétés. Nous passons maintenant toujours à la préparation physique. Les habits là doivent être propres. Et si vous analysez, comme je l'ai dit, vous jugez qu'il faut une image qui reflète l'agriculture, c'est pas mal, c'est toujours à checker, à se demander qu'est-ce qu'il faut, si vous avez une blouse particulière. Mais je crois que les gens de IG, là, il y a des blouses, des choses comme ça. Je crois avoir vu ça dans une activité là-bas. Donc, pour les points en conseil, il faut que la chaussure, tout ça doit être confortable. Assurez-vous que les habits sont confortables et permettent une grande liberté de mouvement. Si vous avez des vendeuses qui ne peuvent pas se courber pour ramasser un échantillon parce que la jute est courte, et je vois que tous les gens dans les foires et les stands, on demande aux dames de porter soit des jupes longues, soit des pantalons assez prolongés pour ne pas avoir des gênes de faire tous les mouvements qu'ils veulent. Même chose pour un homme. Si vous allez à l'exposition et que la personne se penche pendant qu'il ramasse l'échantillon, elle a porté un très court et son dos se voit, c'est plus confortable. Les gens gardent l'image qui sont venus à un bon stand. Ils vont regarder que le type, il s'est coupé, il était tout nu. C'est ça qui va rester dans leur tête et c'est des choses qu'il faut éviter. Les avis doivent rester aux conditions extérieures. Nous passons maintenant à la préparation psychologique. Ici, nous sommes aussi à attitude positive. C'est adopter un état d'esprit optimiste et proactif face aux défis et aux situations de la vie. C'est que on parle de la résilience chaque jour, on parle d'un bon état d'esprit. Si vous rencontrez, un visiteur qui vient vers vous, que vous voulez à tout prix faire des affaires, beaucoup, quand ça ne marche pas, la désolation sort immédiatement, celui et l'acheteur voit. Moi, j'ai vu quelque chose dans un point commerce que je fréquente. Je ne suis pas venu quelques jours, j'étais le grand acheteur. Et je suis revenu un jour. Le fait que je ne vienne pas était une attitude presque méprisante pour le vendeur. J'ai observé ça. Alors, je me suis dit, OK, moi qui lui fais tant par tant parce que je ne suis pas venu, parce que je suis venu chercher un service, il se comporte comme ça fait bienvenue, monsieur Etondé. Vous m'entendez? Il se comporte comme ça et c'est des choses, si vous recevez quelqu'un, que j'ai été responsable de ce qu'on appelle boutique, un commerce avec boutique. Franchement, les gens avec qui j'ai fait des grandes affaires comme commercial étaient franchement des gens qui ne payaient pas des mines au départ, comme Pretty Woman, des films qui passent, je vous assure. Donc, quand vous êtes dans un point de vente, la personne qui vous dit donnez-moi ceci, faites seulement ce que vous êtes venu faire. Ne vous préoccupez pas quand il va même acheter quoi. Et franchement, j'ai eu 2 clients avec lesquels j'ai passé mes plus belles histoires de vie de commercial terrain. C'était des gens qui sont venus comme des malheureux.
Un est devenu très riche après. Et la première personne dont il s'est dirigé pour faire des grandes affaires, il vivait à Yaoundé. Il est venu faire le tour des commerces. Il rentrait dans les magasins, les, les entrepôts. Il demandait où était la direction. Et il est parti demander où j'étais directeur commercial. 4 ans après, il est parti d'une seule demande à 4 millions d'affaires par 2 semaines sur mon point de vente, où moi-même, j'avais dedans à peu près 400 000 par 2 semaines. Franchement. Donc, quand vous ouvrez boutique, ne prêtez pas trop attention à voir celui qui va acheter. Faites le boulot de communication. Faites le boulot de remettre le, 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 le prospectus que la personne veut et on te dit bien, celui qui va acheter demain sera celui qui est d'abord venu avant. Rares sont les gens qui viennent directement acheter, il y a d'autres qui viennent d'abord chercher l'information. Et c'est à peu près le cas à la fois. Donc, attitude. Allô? Oui? Ok, je Oui, dis attitude positive qu'on parle ici. C'est ça. Franchement, vous ne pouvez pas imaginer que quelqu'un peut venir et un jour débouche avec un acheteur que je vous avais vu à la foire, ou bien lui-même, il vient ne paye pas des mines alors que c'est un grand opérateur dans le secteur. Ne prêtez pas, ne prenez pas, ne jugez pas les gens aux apparences. Il peut y avoir de grandes déceptions, comme l'avait bien montré le film Pretty Woman. Donc, ça, c'est un élément capital et c'est ça qu'on appelle attitude positive. Donc, comme je le disais, adopter l'état d'esprit optimiste, proactif face aux défis des situations de la vie. Cela implique de se concentrer sur des aspects aussi, de chercher des solutions, que de se focaliser sur les problèmes et peuvent faire de gratitude et de résilience. Si c'est un point de vente, vous pouvez ne pas vendre le matin. Vous recevez seulement les gens et votre vente déclenche même un samedi, on vient ouvrir. On était chez vous tel jour. C'est comme ça le commerce. Il n'annonce pas forcément. Généralement, ceux qui viennent acheter et qui vous donnent l'impression de vouloir acheter, c'est souvent des problèmes après. Soit il t'a pris la marchandise, c'est dit que c'est à crédit, soit il te vole même. C'est les voleurs qui sont des grands flatteurs. Il va te prendre la marchandise, il disparaît, mais quelque chose est ressorti dans ce qu'on veut nous enseigner ici. Donc, voici quelques conseils pour cultiver une attitude positive. C'est de s'entourer des personnes positives. Ça veut donc dire que votre stand, choisissez qui est là. Il y a des jeunes personnes qui sont tellement bien éduquées que même quand ils viennent chercher du boulot chez vous, même quand ils viennent vous voir, ils dégagent une bonne formation, du respect et tout que vous avez envie de regarder. Vous avez envie de travailler avec cette personne. Et ce genre de personnes, il faut beaucoup s'entourer. Il ne faut pas des gens, dès qu'on n'a pas fait l'affaire aujourd'hui, ils se cassent, ou bien quand on lui donne une tâche, il ne veut pas faire parce qu'il ne comprend pas ce que c'est et qui vous amène plutôt des problèmes. À chaque fois qu'il est au stand des plaintes et tout, il faut éviter ce genre de personnes-là. On peut les détecter très vite. Moi, je me plais souvent à dire que je peux faire une semaine avec quelqu'un de l'activité commerciale. Les premiers mots, les premières choses que tu fais, je te dis ça, toi, tu ne peux pas. On dit, quand un adulte te regarde, il dit que tu ne peux pas. Et l'autre te dit, tu peux. J'étais reçu par une très grande responsabilité parce que j'avais fait un grand contrat. Et je suis venu le voir comme vous étiez en train de dire, voir l'attitude et tout et tout. Là, je suis entré, il me dit, quand je te vois, même si tu es directeur commercial, on t'a envoyé ce que tu peux ou tu ne peux pas. Parce que vous reflétez la personne que vous représentez. Et ça, c'est vrai. Vos employés reflètent votre capacité à les éduquer, à les former. Pratiquer de la gratitude, ça, c'est dans l'attitude positive. Reconnaître et apprécier les aspects positifs de votre vie et améliorer de votre bien-être émotionnel. Toujours, même quand quelqu'un vient se moquer de vous sur un stand, je dis des choses, je dis ça, c'est un peu trop, c'est peut-être trop expressif de se moquer, mais quelqu'un dont vous ne ressentez pas, faites attention de lui manifester, de lui manifester que, parce que même le regard ou bien la manière où vous mettez, prenez congé de quelqu'un, quand il parle, il sait que c'est lui qui m'a négligé, mais il ne sait pas qui il a négligé. Je vais donner cette affaire ailleurs.
Donc, c'est des choses qu'il faut avoir sur le point de vente et éviter pour une fois de négliger quelqu'un. Cette attitude de mauvais comportement des sociétés, des groupes, fait que quand nous sommes dans les deuils au Cameroun et partout, les réceptions, vous vous étonnez que, curieusement, dans le monde, on donne de la place à ceux qui ne veulent pas être reçus là. Ceux qui doivent manger à une fête, ils sont toujours mis dehors, ils commandent. Ceux à qui on sert à manger, on les attend en particulier, puis que deux choses, ils disent qu'on va en boîte. Et quand ceux-là qui veulent manger, qui ne voient même pas un morceau de poulet, ça on dit qu'attendez, les gens sont encore à manger. Tu trouves ça exprime un peu ce qui se passe. Vous allez vous focaliser sur quelqu'un qui n'a rien à faire avec vous, sur un stand, parce que vous avez vu que machin, bah, mais il faut donc prendre tout le monde au même pied d'égalité. Ce méfait quand même des mauvaises personnes qui sont toujours des mauvaises. On peut les distinguer, les voleurs et les gens qui sont en train de venir gaspiller votre commerce. Donc, célébrez vos réussites, reconnaître et célébrer vos propres réussites, même les plus petits. Renforcez votre confiance en vous et votre attitude positive. S'inspirer, lisez les livres, les articles. Wow, inspirant pour un esprit maintenir et être positif. Être proactif. Au lieu de vous laisser dépasser par l'événement, prenez en main les choses et prenez des mesures pour améliorer votre situation. Tout ceci résume que euh, la psychologie est importante et vous devez être positif. Comme on dit comme le proverbe chinois dit que qui ne sait pas sourire ne doit pas ouvrir boutique. Ceux qui font des grands points de vente ou même des stands, il y a des stands où tu arrives, si tu n'es pas informé que ce qu'on appelle, le sourire commercial, il y a des dames que si ne t'a jamais souri, si tu n'as pas connu le sourire avant, tu vas croire qu'elle est séductrice. Et tu reviens après, elle te reconnaît plus quand elle ferme la boutique. Donc, une attitude qui est tellement positive que tu te dis que ben, je peux aller parler à cette dame après. Tu trouves que c'était l'activité commerciale qui l'a transformée comme ça. Donc, c'est un peu ce genre d'attitude qu'il faut avoir. Il y a même des gens, tu entres dans sa boutique, même si tu n'achètes rien. Tu repars content d'être bien reçu. Tu viens chercher information, tu repars avec une bonne impression. C'est ce qu'on nous demande ici. Que quelqu'un qui t'approche doit repartir avec une bonne impression. Et naturellement, ça va apporter un plus. En cultivant une attitude positive, vous pouvez améliorer votre bien-être général et votre résilience face aux difficultés des capacités à atteindre les objectifs. Nous sommes en train de tendre vers la fin en disant que être prêt à sourire, être sur le point de sourire, cela implique une disposition de sourire souvent en réponse à une situation agréable face à la présence d'autrui. C'est une situation positive et qui constitue l'ouverture. Cela peut signifier que la personne est dans un état d'esprit possible et encline à sourire, même quand l'action spécifique l'y incite immédiatement. Parlons du regard. Tout le monde connaît ce que c'est qu'un regard méprisant. Si une personne qui travaille avec vous ou bien vous-même, vous sentez que vous... En fait, il faut toujours se demander est-ce que ça va, est-ce que je... Le regard, on a tous les regards. Un regard amoureux, un regard méprisant. Il ne faut pas avoir le regard amoureux sur un stand. Parce que ce n'est pas assez par rapport à ça. Tout le monde connaît le regard amoureux, tout le monde connaît le regard méprisant, tout le monde connaît le regard accueillant, tout le monde connaît le regard de ça. L'importance du regard, c'est communique, donc la communication non verbale. Et on a la main, ce qu'on appelle des mains, il y a la main forte, il y a la main molle, il y a la poignée de main au bout du doigt, la poignée de main où on se coupe. Maintenant, dans les cultures chez nous, c'est pas dans un sens que moi, par exemple, les salutations se font partir de la sur les deux bras, on arrive jusqu'à
jusqu'au poignet de main. C'est comme ça que ça sent la culture. Donc, vous prenez sur les deux mains, vous descendez zip, zip, zip avant de toucher les deux mains. Ça, c'est une salutation de confiance. Et si quelqu'un te salue comme ça, c'est qu'il a en confiance, il est content de toi. C'est ce chose-là qu'on veut expliquer ici. Et le jour que, justement, chez moi, quand tu arrives, que tu tends la main à quelqu'un, pourquoi tu me tends la main? Ah oui, justement, vous savez, on pose toujours cette de conversation, mais de stand. Quand tu tends la main en regardant ailleurs, ça frustre totalement la personne qui va se faire accueillir. Ça rejoint ce que tu peux un participant en parlant d'autres choses qui n'ont même rien à voir avec le stand. C'est des petits détails qui constituent des choses importantes pour l'activité qui peut tenir sur l'échec ou la réussite, tient souvent sur un petit bout de fil. Un petit comportement que vous faites amène le gâchis de tout ce que vous avez présenté. Il y a des endroits où quelqu'un dit que si c'est ce monsieur-là, je préfère aller jeter ailleurs. Si ce monsieur-là, je préfère quand sa femme va venir. Si c'est ça, je vais chez le concurrent. Donc, c'est toutes ces attitudes-là qu'on demande de corriger. C'est pas négligent parce que vous n'avez qu'une seule, vous avez 20 secondes pour faire bonne impression. Les 20 premiers mots, les 20 premiers pas. Et il y a quelque chose aussi que je dois rappeler sur les attitudes de distance. Il y a ce qu'on appelle la zone d'intimité. Si vous êtes à un stand, la zone d'intimité se situe à peu près à 60 mètres. Donc, ne rentrez pas dans quelqu'un pour aller faire une démo ou bien pour parler. Une fois que vous avez la zone d'intimité, c'est ce phénomène qui fait que si vous remettez quelque chose à quelqu'un, il repousse d'abord parce qu'il veut voir. Ne remettez pas l'échantillon à l'air enfoncé sur quelqu'un, il va pousser. Et quand il repousse, c'est déjà un problème. Il y a des fois pour ça rend dans les, pour remettre un échantillon à quelqu'un, vous gardez la distance de sécurité, ne pas rentrer dans son intimité. Quand il accepte au niveau de la dépense de sécurité, vous progressez, vous lui remettez. Et ne remettez pas comme si c'était la guerre. C'est toutes ces activités-là, ça compte beaucoup dans le comportement et la réussite des activités des personnes qui viennent vous visiter. Je crois que nous tendons vers la fin de notre séance et en concluant que l'attitude de préparation psychologique, c'est avoir une attitude positive, être prêt à sourire, l'importance du regard et la poignée de main. Et si nous étions nombreux, nous aurons pu décider la prochaine fois qu'on va se voir. Mais nous sommes à la fin. S'il y a des questions, je vais vous répondre. Oui, j'ai une question. Oui, allez-y, monsieur. C'est Oui, OK. ok. Oui, ok. Je suis Folefa Denis. Ah, Euh, monsieur, oui, Denis, vous venez. oh, ok. Non, je suis connecté, je venais en retard, mais j'étais connecté depuis. Voilà. Déjà, merci pour les différentes informations que vous passez là. Et nous participons généralement souvent aux foires et autres là, mais on se rend compte que on ne prend pas toujours la peine de bien préparer telles que vous, toutes les informations qu'on donne. Donc, c'est vraiment très important pour nous. Maintenant, la question que je voulais poser, c'est toujours, ça concerne la préparation. Maintenant, la préparation, lorsque les autorités passent au stand, parce que c'est souvent un point très important. Et quand les Oui, autorités passent avec les médias qui sont là et tout ça, et oui, souvent, on va constater que les gens vont... Le fait que vous avez très peu de temps, peut-être en une minute ou deux, pour présenter votre stand aux autorités devant les caméras, souvent, lorsqu'on ne se prépare pas, on va voir les gens qui ont les difficultés à mieux présenter leurs produits en ce laps de temps-là. Voilà. Donc, je souhaiterais que si vous pouvez donner aussi quelques conseils à adopter pour préparer la présentation du stand. Lorsque, par exemple, on sera à la fois, le ministre va visiter les stands et avec toutes ces les autorités et oui. les médias qui passent, donc souvent, les gens qui ne sont pas mieux préparés vont souvent, ça ne se, en fait, ils n'arrivent pas à mieux présenter leurs produits.
Voilà. Comment, quelle attitude pour préparer ce speech-là? Très synthétique pour mieux Oui. présenter son On produit. a, Oui. on va vous donner, quand je disais qu'il y a on a les outils qu'on va vous remettre à la fin qui sont classés dans le pitch commercial. Mais ce qui est retenu dans le speech commercial, c'est que pour qu'il soit intéressant, on commence par présenter beaucoup plus les avantages. Le poivre de Njombe, c'est une épice. Les épices sont des traditions dans le monde. Donc, si vous présentez le produit, c'est dire que, Monsieur le ministre, nous sommes en train de nous battre pour pour faire de bons repas au Camerounais à travers le poivre de Njombe. C'est notre mission principale. Donc, demande de présenter plutôt le produit avant de venir vous présenter. Comme vous allez comme ça, nous sommes en train de faire des merveilles pour vous permettre de bien manger chez vous, pour faire de très bons plats en accompagnant vos steaks et tout ça. Et puis, directement, vous présentez que la société est située à terre et s'occupe de ça. C'est la présentation commerciale là-bas. Et il y a un document qu'on va remettre sur. Ils sont en train de connecter encore. C'est 40. On a commencé à 40. Euh, allô, vous m'entendez? Oui, oui, on vous suit. Oui, on vous suit. Et on aussi. On s'est coupé. Non, on vous écoute. Super. Je vous invite à. Vous m'entendez? Oui, très bien. C'est ça. Nous vous Comme, écoutons bien, comme oui. nous avons des problèmes de connexion, oui. Comme nous avons des problèmes de connexion, je vais vous transmettre ce soir à chacun de vous les outils de communication et on va travailler sur ça sur la prochaine séance. On devrait